ce soir sur le thème Faut-il fuir les villes en Afrique? De quoi s'agit-il au juste? Nous parlerons des problèmes qui minent les villes africaines et aussi nous parlerons en deux sections des problèmes urbanistiques et ensuite de l'insécurité urbaine. Sur le thème Faut-il fuir les villes en Afrique, nous serons entretenus par deux urbanistes qui nous viennent tout droit de l'EAMO. Il s'agit de Monsieur Léon Barbera Isaac et de Monsieur Melf Yembi, qui sont tous deux, comme je l'ai dit, urbanistes de formation. Pour la première partie, nous parlerons de l'insécurité urbaine. Nous allons aborder les thèmes sur les changements climatiques, l'accès aux services de base et les problèmes d'emploi. Et en deuxième partie, nous aborderons la thématique sur les problèmes urbanistiques liés au logement et à la mobilité. Vous aurez un temps pour poser des questions à la fin du webinaire. Nous vous prions d'être bref, précis et concis dans vos questionnaires. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première partie, l'insécurité urbaine. Alors, la première question est destinée à Monsieur Melf. Nous entendons souvent parler des changements climatiques un peu partout sur les médias, sur la télé, sur la radio. Pourriez-vous nous dire, Monsieur Melf, s'il vous plaît, de quoi s'agit-il exactement? Ok, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, bonjour Monique, merci encore une fois de plus pour l'invitation. Alors, je reprends au nom de Melfiembi, étudiant master de urbanisme. Alors, justement, comme vous le dites, le problème lié au changement climatique est actuellement une préoccupation mondiale. Tout à l'heure, on vient de sortir de la COP26 et on ne pourra pas faire pour ce webinaire une rétrospection de l'histoire, mais c'est qu'il faut retenir que ce changement climatique, justement, est ce que nous pouvons définir la variation des températures et également des conditions météorologiques qui, depuis le 19e siècle, est issue de l'activité humaine. Et cette activité humaine qui, notamment, se caractérise par l'industrialisation est dominée dans les centres urbains et que pour la part de l'Afrique, on reconnaît tous bien que l'Afrique subsaharienne aujourd'hui pollue à hauteur de 4% de gaz à effet de serre, bien que le pourcentage est très peu, mais l'Afrique subsaharienne avec toutes ses villes aujourd'hui connaissent l'incidence majeure de ce changement climatique. Alors, aujourd'hui, nous en trouvons les conséquences très néfastes, si je peux, vous me le permettez encore s'il y a le temps, nous en trouvons les conséquences très néfastes, par exemple, liées au changement climatique, telles que l'inondation, les érosions. Et l'érosion, il faut se distinguer, les érosions urbaines, les érosions côtières. Et pour une illustration simple, la ville de Saint-Louis à Dakar au Sénégal, aujourd'hui, fait l'objet d'une érosion côtière dont les personnes qui normalement abordent le littoral, aujourd'hui avec l'avancée du trait de côte, sont obligés de s'aimer l'espace pour, soi-disant, implanter ce qu'on appelle la digue. Mais la digue, aujourd'hui, représente on pourra dire, une solution, une alternative qui n'est pas durable, étant donné que sa durée de vie n'est que pour 30 ans. Donc, c'est une alternative à court terme. Et c'est ce que nous pouvons retenir un peu en grosso modo et on pourra revenir avec les alternatives possibles. Merci. D'accord. Nous vous remercions vraiment d'avoir abordé ce sujet-là. Donc, nous comprenons que les changements climatiques se manifestent un peu par les érosions côtières, les inondations et bien d'autres problèmes. Et nous aimerons savoir quels sont précisément les secteurs les plus touchés par ces changements climatiques-là. S'il vous plaît, Monsieur Léon, pourriez-vous répondre à cette question? Merci. Votre micro est désactivé, Monsieur Léon. Ok.
Ok, c'est bon. Ok, bonsoir. Bonsoir. Je disais que, excusez-moi, chers invités, j'étais dans les coulisses et apparemment l'animation m'avait oublié depuis les 5 minutes du début. C'est pas grave. Désolée. Est-ce que vous pouvez reposer votre question, s'il vous plaît? Alors, la question était de savoir, on venait d'aborder le thème sur les changements climatiques. Et avec Oui, Monsieur Melf, nous avons retenu que ces changements-là se manifestaient par des érosions côtières et par des oui, inondations et d'autres oui. manifestations. Alors, nous aimerions savoir quels sont les domaines les plus touchés aujourd'hui dans les villes africaines par les problèmes liés au changement climatique, c'est-à-dire les secteurs les plus touchés par ces changements climatiques-là. Ok. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qui concerne les secteurs les plus touchés, on va pas parler de secteurs, mais on va plutôt parler de zones. Alors, lorsqu'on parle de changement climatique, on a l'habitude peut-être de se cataloguer sur les espaces naturels. Par espace Mhm. naturel, j'entends peut-être les forêts, les plages, les zones non aménagées. Mais ce qu'il faut Mhm. savoir, c'est que les zones les plus concernées par ce problème sont avant tout les villes. Et concernant justement le thème de ce soir, faut-il fuir, autant pour moi, les villes africaines? Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que nos villes sont vulnérables. Nos villes sont concernées par ce problème de changement climatique. Je ne sais pas si la régie peut faire passer le slide. Est-ce que c'est possible? Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater sur cet écran, euh, un instant, excusez-moi. Voilà. Alors, dans mes recherches, je suis tombé sur cet article publié par le journal Le Monde. Alors, il est dit ici que parmi les 10 villes les plus menacées par le changement climatique, 8 sont en Afrique. Cela démontre à quel point nous sommes bel et bien concernés par le phénomène du réchauffement climatique. Alors, en termes de risques, nous avons les risques d'érosion, causés notamment par la montée du niveau des eaux. Nous avons aussi le recul du trait de côte. Nous avons des risques de submersion. Pour ce qui concerne, par exemple, un pays comme le Togo, nous avons, par exemple, les villes d'Agbodrafo et d'Anéon qui sont concernées depuis des années par ce phénomène d'érosion maritime. Pour ce qui concerne, par exemple, un pays comme le Gabon, que je maîtrise assez bien, nous avons la ville de Libreville et la ville de Port-Gentil qui perdent de jour en jour leur trait de côte du fait justement de cette montée du niveau des eaux. Alors, nous avons aussi des risques liés à la disparition de certaines villes qui sont situées dans les zones sahariennes. C'est le cas, par exemple, de la ville de Tombouctou, qui est située en pleine zone du Sahara et qui voit chaque jour sa morphologie urbaine se réduire peu à peu par l'avancée considérable du sable, causée notamment par une grande désertification. Nous avons aussi les risques d'épuisement ou raréfaction de ressources en eau, ressources en nourriture. Et ça peut être par exemple le cas des villes qui bordent le fleuve Niger, des villes comme Niamey, des villes comme Bamako. Bon, voici ce que je pouvais dire pour le moment. D'accord. Merci, merci vraiment. Donc, on voit bien que les villes africaines aussi sont très bien concernées par ce changement climatique. Mais la question se pose, comment se fait-il qu'on a tendance à croire que les plus grands pollueurs se trouvent dans les pays occidentaux, pendant que c'est plutôt les villes africaines où il y a un peu moins d'usines qui récoltent les conséquences de ces changements-là. Comment est-ce que c'est possible? Bon, je vais essayer d'aborder la question, justement. Je l'ai dit sur mon introduction que les villes africaines, en fait, l'Afrique en général, que ce soit ville, tout comme territoire ruraux, représentent aujourd'hui un pourcentage de 4% de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que la contribution du part de l'Afrique en termes de changement climatique semble être peu, tout simplement parce que en Afrique, nous avons cette tendance-là à consommer, que ce soit tout ce qui est technologique, tout ce qui est en fait, tout ce qui fait de la technologie et tout ce qui est relié à cet impact climatique-là. Et, Mhm. mais la vraie question aujourd'hui qu'il faut se poser,
étant donné que nous, aujourd'hui, nous subissons de cet impact climatique. Et quelles sont les alternatives possibles? Parce qu'aujourd'hui, l'impact climatique ou bien le dérèglement climatique ne connaît pas que celui qui a pollué et pourrait faire l'objet de crimes. Non, il ne choisit pas de personne, c'est nous tous qui payons. Raison pour laquelle je crois que lors de la COP de Paris, il a été mentionné le slogan pollueur-payeur. Donc, qui poussait normalement les États ou bien les Occidentaux forts de compenser cette charge-là qui leur revenait à déréglementer l'atmosphère en matière climatique. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Maître, Ok. pour ces éléments-là. Allô? Allô? Les petits inconvénients du direct, c'est ça. On va peut-être l'attendre quelques minutes. Alors, excusez-moi, j'avais été éjectée. Vous veniez tout de suite d'aborder le fait que quelles sont les alternatives. Alors, on vous repose la question. La question va à M. Léon. Quelles sont les alternatives face à ces problèmes liés au changement climatique? Ok, merci, mademoiselle Monique. Alors, je vais encore demander à la régie de revenir sur ma présentation, si c'est possible. Alors, dans un premier temps, comme nous l'avons si bien souligné dès le départ, nous sommes d'accord que les villes africaines, dans leur majorité, sont vulnérables face aux effets du changement climatique. On a parlé, par exemple, des risques liés à l'avancée du niveau des eaux, que ce soit tant qu'il s'agisse des eaux océaniques et même des eaux intérieures. Alors, par exemple, nous avons cette image qui illustre bien la vulnérabilité, de nos villes. Nous sommes ici en 2019, novembre 2019, dans une petite ville du Gabon qu'on appelle Lambaréné, qui connaît le phénomène de crue décennale depuis des années. Mais malheureusement, ces 3 dernières années, le phénomène s'est accentué. Et des rapports scientifiques ont clairement démontré que si le phénomène s'est accentué, c'est parce que nous assistons à une perturbation du climat, à un dérèglement climatique. Les habitants du Gabon pourront par exemple témoigner cette année, il n'y a pas eu de saison sèche, ce qui fait qu'il y a eu des pluies en permanence. Alors maintenant, comment est-ce que nos villes peuvent s'adapter face au problème du changement climatique? Dans ce qu'on appelle... Allô? Oui. Alors, je disais, dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, il faut des solutions actives. Il faut des solutions fortes. Vous verrez par exemple la ville de Jakarta, en Indonésie, qui subit ce phénomène de montée des eaux océaniques. Alors, le président de ce pays a par exemple pris la décision de faire déménager sa ville. C'est vrai qu'à notre niveau, dans le contexte africain, ça peut faire rire. Peut-être on se dit qu'on n'a pas assez de moyens, mais tout est une question de volonté politique d'abord. Ce sont les décideurs qui doivent prendre des décisions fortes. En Hollande, aux Pays-Bas, les villes se sont adaptées face à la vulnérabilité climatique. Voilà. Nous avons par exemple des villes où on retrouve des canaux de drainage, où on retrouve des bassins de rétention. Pourquoi est-ce que dans nos villes, nous ne serons pas à même de procéder de la même façon? Dans un deuxième temps aussi, il faudra aussi que nous puissions éduquer la population aux enjeux du moment. C'est-à-dire, dans notre façon de construire, dans notre façon d'appréhender notre rapport, notre contact avec la nature, avec l'environnement, nous devons procéder d'une nouvelle façon. Il faut renouveler nos habitudes dans nos modes de déplacement. Il faut renouveler nos habitudes dans notre consommation énergétique, dans notre appropriation de l'environnement. Alors, pour être un peu plus pragmatique, on va prendre un cas pratique. Pour les Togolais, par exemple, les Togolais savent que lorsqu'on quitte la ville de Lomé
pour rejoindre la frontière, pour aller du côté du Bénin, on traverse 3 villes, 3 localités. On a la périphérie de Lomé, Baguida, on a la ville d'Agbodrafo qui suit, et on a la ville d'Anéon. Alors, le constat fait que cette zone-là subit depuis des décennies une avancée considérable du niveau de la mer. Cette avancée considérable du niveau de la mer cause un phénomène d'érosion qui a déjà emporté bon nombre d'équipements, bon nombre d'infrastructures. Alors, cette carte permet justement de démontrer la vulnérabilité de cette zone côtière. Voilà. Ici, par exemple, on peut observer à travers ces flèches-là l'avancée du niveau de la mer. Et on voit aussi à travers ce trait comment est-ce que cette zone est vulnérable à l'érosion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas? On a parlé tout à l'heure de la ville de l'Indonésie, autant pour moi, du président indonésien, qui a décidé, par exemple, de déménager la capitale indonésienne, Jakarta, et de l'amener ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas procéder de la même façon dans nos villes, dans nos pays africains? Alors, dans le cadre d'un atelier, d'un atelier qui a été organisé à l'EAMO l'année dernière, moi, par exemple, j'ai eu à proposer un plan de lotissement de 100 hectares pour pouvoir permettre de reloger tous les réfugiés climatiques de la zone littorale du Togo. Voici des exemples typiques, voici des planifications adaptées que nous pouvons faire pour pouvoir permettre justement de sauver les personnes qui sont exposées aux aléas climatiques. Bon, je vais m'arrêter par là. Je ne sais pas si mon camarade Mefiembi a une intervention. Oui, justement, bon, je vais aller plus pratique. Vous avez déjà beaucoup assez dit et c'est justement le cas. Alors, moi, j'ai quelques illustrations ou bien des exemples typiques pratiques à faire. Par exemple, le cas de l'inondation, ce que nous pouvons adapter pour nos villes africaines, je pense que c'est cette technologie-là de ville éponge. Cette ville éponge-là qui consiste justement à retenir de l'eau de pluie par le sol et la végétation. Et une grande partie de cette eau finit par s'évaporer, ce qui contribue à refroidir l'environnement avoisinant. Et au-delà de cette technique-là de ville éponge, nous pouvons également adopter les écoquartiers ou bien ce que nous entendons aujourd'hui, la bioclimatique, pour le cas des érosions, pour notamment solidifier le sol, puisque nous savons tous très bien les vertus, on va dire, en matière les vertus d'arbres en matière de solidification du sol. Donc, pour faire face à ces contraintes-là, nous pouvons justement également, c'est-à-dire concerter tous ces éléments-là, il faudrait une politique nationale vraiment efficace. J'entends par là les documents de planification. Aujourd'hui, peu de nos villes aujourd'hui recensent ce que j'appelle des documents de planification ou bien des documents ou bien des schémas directeurs qui essaient d'illustrer les risques. Donc, la plupart de nos villes n'en ont pas. Alors que la plupart de ces villes aujourd'hui sont bordées des océans, sont bordées des rivières, des fleuves, etc., qui présentent justement des néfastes, qui présentent justement des conséquences néfastes. Or, la plupart de ces villes ne disposent pas de ces schémas, grosso modo, urbains en matière de risque. Aujourd'hui, la ville de Paris dispose, ou bien le nouveau plan local d'urbanisme bioclimatique. Donc, le plan local d'urbanisme de Paris ne se limite plus seulement qu'à intégrer l'aspect spatial, mais également à mettre ou à insérer les paramètres climatiques, puisque aujourd'hui c'est ça, le débat, aujourd'hui c'est ça que l'on parle. Et donc, il faudrait qu'il y ait des politiques d'abord adéquates, des politiques qui tendent notamment à donner cette place-là à l'urbanisme de s'installer par tout ce que je viens de citer. Donc, les écoquartiers, la ville éponge. Mais pour que toutes ces techniques-là puissent être assemblées ou être concertées, il faudrait d'abord un schéma bien concis, à l'exemple, comme je l'ai dit, les schémas qui essaient d'identifier dans chacune de nos villes ces différents risques-là et essaient d'altérer les risques. Donc, voici en grosso modo ce que nous pouvons dire en matière de
d'alternatives vis-à-vis des conséquences qui sont liées au changement climatique, tantôt de l'érosion côtière, de l'érosion urbaine, tout comme de l'inondation. Si on ne peut que s'arrêter là, D'accord. puisqu'il y a étant donné que nous avons plusieurs impacts sur le changement climatique. Alors, nous vous remercions beaucoup pour vos différentes interventions et de là, nous retenons que comme alternative, comme proposition que vous pourrez apporter à ce fléau-là, on pourrait déjà déloger certaines villes, comme l'a fait le président de l'Indonésie, et aussi faire des plans de lotissement. Et il faudrait aussi faire un chemin de ville. Alors, la question suivante s'en va encore à Monsieur Léon. D'autres problèmes urbains sont liés aux services de base, comme par exemple l'eau, l'électricité. Et vous, en tant qu'urbaniste, comment est-ce que vous appréhendez ce problème-là? D'accord, merci pour la question. Une fois de plus, je vais demander à la régie de rebasculer vers mon diapo. Alors, euh, en Afrique, excusez-moi, en Afrique, nous avons ce qu'on appelle des problèmes infrastructurels dans nos villes. Alors déjà, de prime abord, il y a un manque de planification. Comme l'a si bien souligné mon camarade tout à l'heure, nous vivons dans ce que j'appelle des prisons urbaines. Nous ne vivons pas dans des villes. Pourquoi prison urbaine? Parce que la planification n'existe pas. Nous avons des villes qui naissent sans documents, nous avons des villes qui naissent sans schéma directeur. Nous avons des villes qui ne possèdent pas des plans d'occupation des sols. Alors, comment voulez-vous que le citadin, l'Africain, se sente à l'aise dans ces espaces urbains-là, dans ces villes-là, entre guillemets? Alors, dans un premier temps, nous avons le manque de planification. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, nos décideurs, nos dirigeants politiques, c'est désolant de le dire, n'investissent pas assez dans les équipements structurants de base. Voilà. Nous avons aussi la non-utilisation des compétences locales. On a la chance d'être dans une école qui forme, depuis 1975, des architectes, des urbanistes, des gestionnaires urbains. Mais lorsqu'on regarde les visages de nos villes, on a juste envie de pleurer. Ces gens-là sortent chaque année, ce sont des promotions, ce sont des cinquantaines et des cinquantaines, voire des centaines de diplômes. Nous nous posons cette question. Pourquoi ce gâchis des compétences locales en Afrique? En plus de ça, il y a un problème profond d'un manque d'entretien des équipements dans nos villes. C'est un fait, c'est un fait. Nous ne dirons pas que nos villes sont totalement dénuées d'équipements. Non, ce serait assez illogique de le dire. Mais nous avons des équipements, nous avons des infrastructures, mais les techniciens qui sont à même de pouvoir gérer ces infrastructures, les entretenir, où ils sont? Nous avons des gestionnaires urbains qui sont formés chaque année. Mais pourquoi est-ce que nos collectivités ne les emploient pas? Cette année, par exemple, je ne sais pas, peut-être dans une ville comme Malabo, on va inaugurer un bel échangeur. Peut-être à Dakar, tout dernièrement, on a inauguré un métro. OK. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, comment seront ces équipements? Point d'interrogation. Voilà. Je vais d'abord m'arrêter là et je vais demander à mon camarade d'intervenir aussi là-dessus avant d'aborder la question sur les solutions. D'accord. Donc, la question était de savoir, à part tous les problèmes que vous venez de citer, liés au manque d'entretien d'équipements et tout ça, il y a aussi des problèmes liés à l'accès aux services de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et bien d'autres services. Maintenant, comment vous, en tant qu'urbaniste, vous appréhendez ces problèmes? Merci encore pour la question et la clarté que vous apportez là-dessus. Euh, Justement, les équipements et services urbains permettent justement d'améliorer le cadre de vie. Et il n'est plus aujourd'hui à démontrer que le continent africain, où on peut que se résumer sur les villes africaines, qui
vivent aujourd'hui, ce que moi j'entends, les inégalités, parce que lorsqu'on aborde la question des services urbains, on fait déjà allusion aux inégalités spatiales. Parce que vous reconnaissez très bien dans cette ville qu'on appelle des villes duales, où une partie est réservée aux nantis. Ceux qui sont des nantis ont un accès à l'électricité, à l'eau, au gaz, bien d'autres services, 100%. Mais tandis que ceux qui sont de l'extrême côté, c'est-à-dire les moins nantis ou les pauvres, les vulnérables, n'ont absolument rien. Donc ici, pour moi, cette fourniture des services de base, puisque la plupart de ces fournitures sont justement, ce sont les services publics. Et ces services publics-là ne satisfait pas l'offre en général. Et pour moi, la vraie solution, ça c'est mon point de vue, il faudrait penser à privatiser. S'il faut privatiser ces services, ça va normalement installer la concurrence. Aujourd'hui, si vous partez dans des pays développés, ceux qui fournissent l'électricité, il n'y a pas qu'un seul, il n'y a pas que on appelle ça un seul service. Et on a plusieurs. Et donc, il y a une concurrence qui est là. Si moi, aujourd'hui, je prends de l'eau à la T2, mais la T2 ne me satisfait pas, demain, je peux passer à un autre. Donc, il faudrait qu'on pense à cela. Et au-delà de ces services, et au-delà de l'aspect de privatisation des services, mais également, il faudrait bel et bien que des documents de planification puissent d'abord passer. Parce que moi, je mets la tête là-dessus, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'un développement urbain sans qu'il y ait d'abord cette planification-là au préalable. Et dans la planification, j'estime peut-être que vous allez aborder l'autre partie. Ben, je pense que pour moi, ça sera normalement utile d'essayer de privatiser ces services-là pour engendrer la concurrence et normalement, susceptiblement de générer des services louables. Voilà. D'accord, merci. Donc, nous retenons comme solution pour le problème d'accès aux services de base que vous avez proposé une privatisation des sociétés qui donnent accès à ces services-là. Nous venons aussi de finir la partie de l'accès aux services de base. Mademoiselle Monique, Oui, vous m'avez sauté. d'accord. Les solutions, justement. Je vais d'abord laisser la parole à mon camarade pour ne pas monopoliser la conversation, en fait. Ok, je m'en excuse. Alors, quelle solution D'accord. vous proposez, Monsieur Léon? OK. Toujours dans une approche pédagogique vis-à-vis de ceux qui nous regardent. Je vais encore demander à la régie de rebalancer encore la présentation, si possible. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les solutions, c'est vrai que mon camarade ici présent a parlé de la privatisation, qui est une très bonne chose, effectivement. Mais en plus de la privatisation, il faudrait savoir qu'aujourd'hui, nos collectivités, les mairies, n'utilisent pas assez les leviers qui sont à leur disposition. Alors, généralement, les mairies ont tendance à attendre les subventions qui viennent des États centraux, ce qui n'est pas toujours pas bien, parce que s'il faut attendre que l'État central décaisse peut-être à la fin de l'année un financement, une subvention, autant pour moi, de 45 millions pour pouvoir planifier, je sais pas, un espace vert ou construire une école, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le financement décentralisé. C'est-à-dire une collectivité a cette possibilité-là d'approcher un bailleur de fonds pour pouvoir obtenir un prêt, un don. Donc ça, c'est une approche que moi, pour lequel je milite. Voilà. Et si jamais une collectivité doit me consulter dans ce sens, moi, je dirais à cette collectivité qu'il faut passer par les modes de financement décentralisés. Dans un deuxième temps, j'ai aussi abordé la question du fait que on n'utilise pas assez les compétences locales, ce qui est malheureux. Mais il faudrait, alors moi j'insiste là-dessus et je profite parce que je sais qu'il y a des professionnels qui nous regardent. Messieurs les professionnels, s'il vous plaît, utilisez les compétences locales. Ce n'est pas bien que pour construire un quartier, pour planifier, même pour faire un simple document de planification comme un schéma directeur, on aille recourir à des cabinets étrangers. Je n'ai rien contre eux, hein, les cabinets étrangers, les cabinets européens. Non, fouillez bien dans vos pays respectifs, fouillez dans vos villes. Il y a des gens qui ont été formés pour ça et qui n'attendent que
à être utilisés. Et enfin, pour mettre aussi en avant une filière de mon école que j'aime bien, même si je n'y suis pas formé parce que je suis un urbaniste en formation, il faudrait aussi qu'on mette en avant la gestion urbaine. Voilà. Il faut mettre en avant la gestion urbaine parce que les urbanistes conçoivent les villes, les urbanistes conçoivent les documents de planification, mais ce sont les gestionnaires urbains qui sont à même à pouvoir gérer convenablement la ville dans toute sa composante, qu'il s'agisse des équipements, des infrastructures, des services comme l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le transport. Donc, moi, je suis dans cette approche pragmatique et je pense que voici des solutions assez réalistes pour nos villes en Afrique. Merci. D'accord. Merci encore. Ça vient toujours enrichir le sujet sur les solutions. Et j'espère que, comme vous l'avez dit, les spécialistes en ont bien pris note et de préconiser aussi les compétences locales, le financement décentralisé et aussi faire ressortir les compétences des gestionnaires urbains. Maintenant, nous allons aborder l'autre partie de notre question. Il s'agit d'un autre problème, carrément différent de ce que nous venons déjà d'aborder. Il s'agit du problème du chômage. Ce concept-là fait en sorte que beaucoup de personnes pensent trouver des solutions ailleurs. On se dit que dans nos villes africaines, on n'a pas assez de boulot, de travail. Et quels sont vos avis sur les questions, sur cette question-là? Monsieur Melf, s'il vous plaît. Ok, merci encore Monique pour la question. Oui, justement, vous parlez du chômage. Et c'est un sujet qui est très, très tranchant à attaquer parce que ce sont des sujets sociaux. Alors, il faudrait d'abord on puisse mettre une nuance entre le chômage et le sous-emploi. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos pays disposent vraiment des pourcentages en termes de chômage très louables. Si je prends par exemple le cas du Togo, c'est 5% de taux de chômage. Le cas du Congo-Brazzaville où je viens, c'est 10% de taux de chômage. Le cas de la RCA, la Centrafrique, c'est 6,7% de taux de chômage. Cela signifie quoi? Cela signifie que ce taux de chômage qui, par exemple, pour la part du Togo, qui est à 5%, signifie qu'il y a, pour ceux qui sont destinés à exercer dans une activité quelconque, on les retrouve dans cette activité. Tandis que le sous-emploi, c'est lorsque moi, Melfiembi, je me forme par exemple en domaine d'urbanisme et à la fin de ma formation, je n'exerce pas. Je dis bien, je n'exerce pas le domaine auquel je me suis formé. Et donc, cela montre très bien qu'il y a ce déphasage-là entre la formation dont j'ai suivi et l'exercice que je fais professionnellement. C'est ce qui traduit justement ces hausses des pourcentages-là dans la plupart de nos pays. Et comme alternative, justement, les alternatives sont plusieurs. Je pense que je suis de ceux qui pensent qu'il faut diversifier l'économie. Ça, c'est à l'échelle globale. Diversifier l'économie en créant un climat d'affaires apaisé pour normalement attirer des entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui consomment ou bien ceux qui concentrent comment on appelle ça, les actifs en termes d'emploi, ce sont des populations urbaines. Et donc, si aujourd'hui on essaie de diversifier ces activités-là, créer un climat d'affaires, il y aura de l'industrialisation modérée, il y aura des activités de plusieurs ordres qui pourront normalement occuper ceux qui sortent de l'école, ceux qui sont en état, c'est pas, de chômage, comme vous le dites. Ça, c'est généralement. Mais également, pour ceux, puisque je suis urbaniste, il faut que je raisonne en termes urbains. Certains diront qu'il faut formaliser l'informel, puisque la plupart de nos villes aujourd'hui disposent des activités économiques informelles. Vraiment, c'est ce qui crée vraiment de la fiscalité. Hein. Si vous partez dans les mairies, si vous les demandez, lesquels qui remplissent le budget fiscal chez eux, vous allez voir que ce sont des activités informelles. Or, ils représentent clairement une force économique majeure. Et donc, s'il faudrait penser à comment, hein, excusez-moi de prêter le mot, formaliser l'informel, ça pourra normalement encadrer cette activité économique informelle que nous pensons qu'elle est
elle est vraiment pas qualifiée à rester dans les défis. Donc, je vais prendre un exemple, par exemple le cas du Rwanda aujourd'hui. Si vous partez à Kigali et vous voulez prendre un semi-car, on appelle une moto, qui peut-être part d'un point A pour un point B, mais lorsque vous payez à la fin à ce taximan, alors, vous payez à la fin, vous payez à la fin la personne, ou bien ce taxi moto, mais lorsque la personne ou bien ce taxi moto récupère le fonds, automatiquement au niveau de la direction fiscale, ils savent réellement que non, le taximan a repris les fonds et donc automatiquement on prélève déjà l'argent des impôts. Donc vous voyez, ce sont des nouvelles technologies que nous pouvons mettre en place pour nos villes afin justement de modérer ces activités économiques que nous qualifions d'informelles. Parce que on a souvent tendance c'est pas, on a souvent tendance à confondre justement, à confondre le sous-emploi et le chômage. Et il y a aussi un esprit, il y a une chose qui me vient toujours en esprit, il y a, si je crois que je vais un peu sortir du cadre, il faudrait aussi penser à la force de la diaspora. Ouais, aujourd'hui, puisque le terme aussi c'est faut-il fuir les villes en Afrique, si aujourd'hui les gens partent à l'Occident, partent, c'est pas ailleurs, c'est parce que nous, ici en Afrique, nous ne générons pas assez d'opportunités. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'ils sont à l'Occident, ils représentent aussi une force économique grande. S'il faudrait penser déjà à eux, comment il faut créer des conditions d'accueil pour que lorsqu'ils viennent, ils sont insérés avec leur savoir-faire, leur savoir technologique, ils pourront mettre des activités génératrices de revenus énormes pour occuper aujourd'hui nos mamans qui vendent, je ne sais pas, du riz dans des rues, nos mamans qui vendent du citron, etc. Et donc, ce sont des alternatives possibles parmi tant d'autres que je pense que nous pouvons mettre en place pour normalement diminuer ce que moi j'appelle le sous-emploi qui est différemment du chômage. Et j'estime que ces alternatives-là seront la bienvenue auprès de nos autorités. Merci. D'accord. Nous vous remercions beaucoup, Mel. Apparemment, en tant qu'urbaniste, on voit que vous avez toujours beaucoup à apporter, mais nous sommes en train d'être talonnés par le temps. Donc, nous allons essayer d'être bref sur les différentes thématiques que nous allons aborder par la suite. Alors, nous comprenons qu'il est important de mettre une différence entre le sous-emploi et le chômage, qui, pour le sous-emploi, est nettement vraiment élevé, c'est-à-dire que vous finissez une formation dans laquelle vous avez un diplôme, mais vous ne trouvez pas vous ne trouvez pas l'emploi adéquat qui concorde exactement avec le diplôme que vous avez. Donc, c'est ce qu'on qualifie par sous-emploi. Mais nous voyons qu'au moins, en Afrique, il y a une grande partie de la population qui, dans les villes africaines, sont au moins occupées par une activité génératrice de revenus, ce qui nous permet de baisser les taux de chômage. Maintenant, nous allons aborder la deuxième section. Il s'agit des problèmes urbanistiques. Comme il nous reste plus beaucoup de temps, un peu plus de 10 minutes, nous allons demander à l'auditoire de déjà essayer de préparer ces questions et de le laisser en commentaire dans le chat afin que nous puissions y répondre. Pour les problèmes urbanistiques, on voit que la démographie dans les villes africaines est sans cesse croissante. Alors, et ça aussi engendre des problèmes urbanistiques auxquels nous pouvons être confrontés. Monsieur Léon, on aimerait savoir, s'il vous plaît, quels sont ces quelques problèmes urbanistiques auxquels nous pouvons être confrontés qui sont liés à la démographie sans cesse croissante en Afrique? Merci. Ok, merci pour la question. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, si je ne me trompe pas autant pour moi, c'est qu'actuellement, nous sommes à 1 milliard d'habitants en Afrique et la majorité vit dans les villes. Alors, ce que ça peut causer comme problème urbanistique, si jamais les villes ne sont pas préparées
Alors, déjà, dans un premier temps, nous avons la prépondérance des bidonvilles. Voilà. Les bidonvilles, les quartiers spontanés, les quartiers précaires, les Matiti, l'Omapan. Nous avons cette prépondérance-là, des bidonvilles. Dans un deuxième temps, nous avons aussi le problème de la congestion. Excusez-moi, ce bruit vient d'où? OK. Nous avons le problème de la congestion. La congestion, les embouteillages qu'on observe à plusieurs reprises, à plusieurs endroits dans les villes. Mais je préfère m'arrêter d'abord sur ce problème-là de prépondérance des bidonvilles. Alors, c'est comme nous le disions au départ. Nous vivons dans des villes qui, malheureusement, ne sont pas planifiées ou qui peut-être étaient planifiées avant, mais qui ne le sont plus. Alors, nous avons assisté pendant des années, pendant des décennies, bien que vous et moi n'étions pas encore nés, à une planification qui avait été faite dans une logique coloniale. Nous avons d'abord, d'une part, ce qu'on appelle la ville blanche, qui était très structurée. Et cette ville blanche-là correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui les centres-villes. Les centres-villes. Et nous avions aussi la ville indigène, qui était un taudis, un ramassis de construction, fait de tôle et de bois, sans planification aucune. Et lorsque nos pays ont acquis ce qu'on appelle entre guillemets l'indépendance, nous sommes restés dans cette logique-là. Il y a des quartiers pour les riches et des quartiers pour les pauvres. Mais sachant que la ville est ce moteur qui attire, parce que étant le pôle d'attraction de tous les équipements universitaires, équipements hospitaliers, équipements de transport, équipements de loisirs, etc., etc. Si nous ne prenons pas garde, nos villes risqueront d'être saturées. Et je pèse mes mots, nos villes risqueront d'être saturées. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Lagos, ça n'a peut-être pas été le cas pour moi encore, mais je passe mon temps à me documenter sur cette ville. Nous voyons que Lagos a une structure urbaine désordonnée. D'une part, nous avons la zone planifiée du centre-ville, qui correspond au centre-ville, au quartier résidentiel pour riches. Et d'un autre côté de la ville, nous avons ce qu'on appelle le bidonville de Makoko ou Mokoko, si je ne me trompe pas. C'est un endroit déjà non aedificandi. C'est un vaste marécage où a été conçu des habitats, ce que j'ai appelé tout à l'heure des ramassis de tôle et de bois. Alors, si nous ne faisons pas attention, honnêtement, nous courons vers la catastrophe. Et sachant que nous sommes déjà dans une logique de changement climatique, de prévention face au changement climatique, même si malheureusement on aime les discours, mais on ne voit rien. Honnêtement, personnellement, je pèse mes mots, on court vers la catastrophe. Voilà. Bon, pour ne pas m'embrouiller davantage ou m'étendre davantage, je vais laisser mon camarade intervenir. Merci. D'accord, merci. Donc, nous voyons que vous avez cité comme problème la prépondérance des bidonvilles. Est-ce qu'en dehors de ça, Monsieur Melf, vous voyez encore d'autres problèmes liés à la croissance démographique exponentielle en Afrique? Ouais, bon, justement, je ne vais pas trop encore, puisque déjà, je salue déjà Léon pour les problèmes qu'il a eu à souligner, et qui sont justement des problèmes pratiques qu'on voit clairement sur le terrain avec cette démographie dont il vient de donner aussi les chiffres. Oui, il y a le problème des bidonvilles, puisque l'urbanisation, déjà, il faut penser déjà à produire de l'espace pour eux, parce que s'il faut faire un recul historique, nous comprenons très bien que à la sortie des indépendances, ce qui animait les communautés rurales à accéder en ville, c'était pour se trouver des opportunités. Lorsqu'ils arrivent en ville, ben aujourd'hui, on connaît tous que la ville ne répond plus à cette forme légitime qui lui est donnée par cette communauté rurale. Et donc, les problèmes aujourd'hui sont les problèmes justement de logement, comme il a su le dire. Les problèmes, si déjà on pense pas au logement, ça sera déjà une catastrophe. Au-delà du problème de logement, je vais aussi essayer de vous lister un peu quelques éléments qui sont de la charte d'Athènes. Parce que pour que nous puissions parler des villes, il faudrait réellement trois paramètres. Il faut qu'il y ait de la circulation,
il faut qu'il y ait du logement, il faut qu'il y ait du divertissement et également du travail. Et donc, tous ces compartiments-là doivent s'associer pour parler réellement des vies. Et donc, moi, je pense que ce sont des défis majeurs. Les défis qui sont échangés, ce sont des défis majeurs pour des futurs, pour des années à venir avec l'urbanisation accélérée. Et donc, là, on appelle clairement aux autorités, on appelle clairement aux investisseurs, on appelle clairement aux financiers pour normalement percevoir ces aspects, pour déjà penser. Parce que nous, en tant qu'urbanistes, nous, lorsque nous concevons les documents de planification, à part la conception, il faudrait qu'il y ait mise en œuvre de ces documents de planification. Et donc, il faudrait cet échange, j'espère que peut-être dans les questions suivantes, on va aborder la thématique. Il faut qu'il y ait cet échange-là entre planificateurs, décideurs, population, etc. Et donc, pour résumer, les défis majeurs sont justement ceux du logement, du travail, du déplacement, de la mobilité, je vais dire, dans tout son ensemble. Également, du divertissement. Donc, c'est ce que nous pouvons résumer en termes de défis majeurs pour des années à venir avec une démographie galopante. Merci, merci vraiment. Donc, la synthèse que vous venez de faire nous permet de bien voir quels sont les différents problèmes liés à cette démographie croissante. Maintenant, on aimerait savoir quelles sont les parts de responsabilité de chacun dans tous les problèmes que nous venons de citer. C'est-à-dire que les solutions que nous préconisons là, ça doit venir de qui au juste? Bon, Je donne la parole à Monsieur Léon pour répondre à ça. Ah, ok. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Ok, donc en attendant que Monsieur Léon ne revienne, Monsieur Melf, pourriez-vous répondre? C'est-à-dire que quelle est la part de responsabilité de chacun dans tous les problèmes que nous venons d'aborder? Ok, merci. Bon, la part de responsabilité, elle est partagée, d'accord? Il faudrait que nous puissions, comme souvent on dit, la hiérarchie des tâches. Euh, il y a d'abord les décideurs. Les décideurs, j'englobe tous ceux qui sont de l'administration, il y a aussi les techniciens, il y a aussi les populations, dans la société civile aussi. Et donc, il faudrait, surtout aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons, nous étant adopté la décentralisation. Il faudrait que nous puissions nous appuyer effectivement sur cette décentralisation. Donc, lorsque la décentralisation est appuyée effectivement, nous allons assister aujourd'hui à une gouvernance locale entre griffes soutenable. Donc, et penser, comme souvent il y a un proverbe qui dit penser global et agir local. Et donc, lorsqu'on pense global et agir local, il y a tous les acteurs qui rentrent en jeu. Il y a les collectivités locales, il y a les populations, c'est-à-dire une personne lambda qui vend, c'est pas, ou bien un artisan qui sait pas qui fait ses activités. Lui également, il pense à l'avenir de la ville. Nous avons également les techniciens, l'autre a su le dire, on n'accorde pas une place à la compétence locale, qui d'ailleurs sont des urbanistes, des architectes, des gestionnaires urbains et tous ces métiers de la ville qui s'y sur le développement urbain. Et donc, il faudrait aussi que nous puissions placer ces acteurs-là dans la prise des décisions. Au-delà d'eux, il y a également la société civile qui représente une force indispensable. Et le grand mot, c'est justement les politiques qui sont justement les collectivités. Il faudrait, je le réitère, il faudrait que nous ayons des communes clairement décentralisées. La décentralisation, à mon avis, est réellement le vrai frein qui aujourd'hui emboîte le développement urbain en Afrique. Parce que si je vous prends des alternatives possibles qui pourront régler, du moins ou altérer les situations dans son ensemble, je peux vous évoquer le partenariat public-privé où je fais actuellement certaines recherches dessus. Et donc, ces partenariats public-privé aujourd'hui peuvent être un appui majeur pour doter nos collectivités des infrastructures de base nécessaires dont ils veulent. Mais pour que ces
pour qu'on puisse parler de partenariat public-privé. Mais il faudrait réellement que nous puissions avoir comment on appelle ça, c'est cette clarté judiciaire. Il faudrait que nous puissions avoir des collectivités qui sont réellement décentralisées, qui peuvent normalement prendre l'appui en termes de décision. Mais c'est un frein réellement dommage, c'est un frein de la plupart de nos villes qui sont rattachées au niveau du pouvoir central et qui justement va créer le frein en tout autre en termes de développement urbain et tout ce qui va avec. Et donc, je pense que, pour résumer, je pense que il faudrait penser global et agir local. Donc, associer toutes les parties prenantes pour aujourd'hui parler d'une participation partagée, d'un développement participatif. Il faudrait que nous puissions associer tous ces acteurs-là parce que pour moi, chaque acteur a réellement une part de responsabilité et a un avis qu'il faudrait respecter pour le développement urbain futur d'une ville. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Melf. Penser global et agir local, c'est ce que nous retenons. Alors, nous sommes tous impliqués par le développement de nos villes africaines. Nous sommes tous impliqués par les questions de changement climatique, de chômage, d'accès aux services de base et tout. Et pour finir, Monsieur Léon, on aimerait savoir finalement, est-ce que nous devons fuir nos très chères villes africaines ou bien devons-nous y rester? Finalement, on fait quoi? C'est vrai que la question fait rire, hein, parce que moi, j'ai l'habitude de le dire. On veut tous développer nos pays, mais en même temps aussi, on ne mange pas le patriotisme. Voilà. Exactement. Mais si nos pays, si nos dirigeants font l'effort de nous mettre dans les conditions qu'il faut, je pense que nos villes africaines pourront avoir un bel avenir, puisqu'il y a les ressources humaines, il y a les compétences locales. Il suffit juste que les dirigeants s'impliquent. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, attendez-vous à ce que les jeunes Africains continuent à aller ailleurs, hein, quitte même à risquer leur vie pour traverser la Méditerranée. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été très bref. Donc, nous comprenons alors que nous avons une part, chacun a sa part de responsabilité dans ces affaires, tant les dirigeants que les jeunes. C'est à nous de créer nos villes, c'est à nous de les développer, c'est à nous de les construire. Et on remercie beaucoup les hameaux qui forment des urbanismes, des gestionnaires urbanistes. Et pour tout ça, maintenant, nous devons mettre toutes ces compétences-là à la disposition des villes pour que nous puissions avoir des villes plus planifiées qui nous soient bénéfiques à chacun en tant qu'Africain. Maintenant, nous allons laisser la place aux auditeurs. S'ils ont quelques questions ou bien des apports à nous faire, seront les bienvenus. Vous pouvez poser vos questions depuis la plateforme Facebook ou bien directement sur Streamrad. Il vous suffit de vous faire connaître pour que nous puissions vous ajouter. Bon, en attendant les questions, si vous me le permettez, il y a un petit mot de conclusion aussi. Oui, allez-y. Ouais, donc merci encore pour l'opportunité. Dommage que nous n'avons qu'une heure pour échanger pour une thématique aussi vaste qu'elle paraît. Exactement. Alors, Monsieur Léon, déjà, je le remercie pour ses propos qui sont tellement très riches. Et justement, il faudrait que nous ayons des villes sûres. Des villes aujourd'hui, puisque nous parlons de fortifier les villes en Afrique. Aujourd'hui, des villes qui rassurent que oui, les problèmes liés à l'insécurité urbaine sont mis à côté ou bien sont aujourd'hui contrôlés. Les problèmes liés à l'insalubrité. Aujourd'hui, si vous partez dans la ville de Lomé, vous ne pouvez pas circuler dans les heures tardives. Pourquoi? Parce qu'il y a cette pollution olfactique. Il faudrait que nous ayons également des villes qui offrent, des villes qui stabilisent en termes d'emploi, en termes professionnels, en termes scolaires, des villes également qui peuvent se concurrencer en termes économiques. Ouais. Et donc, ces villes dont la responsabilité revient non seulement
en nous, techniciens, jeunes urbanistes, mais également la responsabilité revient plus surtout à nos dirigeants. L'autre là, c'est le dire que si il faut pas penser, il ne faudrait pas penser à comment il faut retenir ces jeunes urbanistes. Aujourd'hui, les hameaux étant une pôle d'excellence qui aujourd'hui, pour moi, une vitrine en termes de formation en matière d'urbanisme et architecturale, forme, mais ce qui est déplorable, l'autre a su le dire, c'est que après la formation, il n'y a pas cette orientation professionnelle. Et donc, l'orientation professionnelle, c'est-à-dire l'exercice professionnel est maintenant un avantage ou bien un acquis pour un autre pays qui n'a jamais investi dans la formation d'un étudiant. Et donc, aujourd'hui, on doit revoir normalement nos politiques nationales en termes d'éducation, en termes d'urbanisme et tout ce qui va avec, pour aujourd'hui espérer réellement ne pas fuir les villes en Afrique. Merci, c'était mes mots de conclusion. D'accord, je vous remercie. Nous rappelons que nous avons été entretenus sur le thème faut-il fuir les villes en Afrique avec les intervenants dans la personne de Monsieur Maître Yembi et de Monsieur Léon Barbera Isaac, qui sont tous deux des urbanistes de formation à l'EAMO. Et finalement, nous retenons de ce beau thème qui a été vraiment vaste qu'il y a tant des problèmes urbanistiques que de problèmes liés à la sécurité urbaine. Et les parts de responsabilité sont bien partagées. Il faudrait déjà que nos dirigeants s'impliquent, qu'ils offrent des alternatives aux jeunes afin que les jeunes aient une raison de rester dans leur ville africaine et qu'ils aient vraiment l'envie de les développer plutôt que de partir aller trouver des solutions ailleurs. Monsieur Léon, avez-vous peut-être un dernier mot à ajouter avant de clore ce panel? Bien sûr. Alors déjà, je tiens à féliciter mon camarade Melfiembi parce que c'est lui l'initiateur, hein, à tout seigneur, tout honneur. Donc merci beaucoup, merci de m'avoir convié à cet exercice. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir prochainement. Ça n'a pas été facile parce que en moins d'une semaine, il a fallu se préparer. En tout cas, on promet mieux, excusez-moi, prochainement. Maintenant, pour ce qui a été dit ce soir, moi je vais juste être clair et concis. Il faut planifier nos villes. Planifions nos villes, s'il vous plaît. Chers dirigeants, s'il y a des maires ou bien, je sais pas, des acteurs de la ville qui nous regardent ce soir, si vous avez la possibilité de marcher avec les grands qui nous dirigent là, pardon, il faut leur demander de bien faire les choses. Paris fait rêver, Toronto fait rêver, Tokyo fait rêver. Mais pourquoi Lomé, Libreville, je ne sais, même Kigali fait rêver. Mais pourquoi Bamako, je sais pas, Bamako, Tombouctou, Lambaréné ne fait pas rêver. Donc, il faut qu'on puisse planifier les villes pour pouvoir permettre à ces jeunes-là de pouvoir rester. Et les jeunes aussi, s'il vous plaît, appliquez-vous à l'école. Parce que ce qui est sûr, il y a certains dirigeants qui nous comprennent. Mais pour qu'ils ne soient pas obligés d'aller chercher des compétences ailleurs, il faut aussi que vous vous appliquiez à l'école. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci encore. Nous vous remercions, Monsieur Léon, pour cette belle intervention. Alors, nous allons clore par ces mots le panel « Faut-il fuir les villes en Afrique ?» Et vous aurez toujours l'occasion de laisser vos commentaires et vos questions à travers la plateforme sur Facebook. Si vous avez d'autres préoccupations ou bien des ajouts, nous sommes à l'écoute. Nous retenons aussi que nous devons penser global et agir local. Alors, je suis mademoiselle de Soumonique, en fin de formation en licence en finance et comptabilité à l'Université de Lomé, à l'unité de gestion. Et j'ai été ravie de vous entretenir sur ce webinaire « Faut-il fuir les villes en Afrique ?» Et nous espérons avoir l'occasion d'avoir encore d'autres échanges de ce genre et si possible en présentiel pour encore plus de partage. Je vous dis bonne soirée et à très bientôt sur un nouvel webinaire. Bye. Merci. Merci.